Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute! Bonjour et merci d'être nombreux ce soir pour la rencontre avec Laura Vasquez et Pauline Perrade, que nous sommes absolument ravis de recevoir dans le cadre du Marathon des mots. Ce sont deux livres très différents, mais qui ont quelques points communs, une évocation d'un certain rapport au monde, avec des personnages qui éprouvent ce monde physiquement, psychologiquement, qui se heurtent au monde. C'est tout ça qu'on va essayer de développer ce soir ensemble. Félicitations également à toutes les deux pour vos prix Goncourt respectifs, même si c'est hasardeux que ce soit tombé comme ça puisque la rencontre était prévue avant. Mais félicitations. Moi, j'aime bien commencer à introduire les rencontres en demandant à chacun des auteurs-autrices de présenter leur livre pour les gens qui ne l'auraient pas lu dans la salle. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, alors ce livre, c'est le livre du large et du long, et c'est une épopée versifiée. Donc c'est un livre qui correspond plutôt au genre qu'on appelle poésie. C'est un livre qui se compose de 5 livres lui-même, et puis il y a une narratrice qui essaie d'explorer le monde et de comprendre toute la vie. Merci. Alors moi, c'est un roman, du coup. un roman en 2 parties. Enfin, c'est l'exploration d'une relation mère-fille. C'est le parcours d'émancipation de cette fille qui s'appelle Elsa, qui est la narratrice du livre. Et le livre est composé de 2 parties, 2 âges, donc à 2 époques de la vie de cette mère et de cette fille, quand la narratrice a 7 ans et quand elle approche la trentaine. Et le roman est structuré autour de l'appartement qu'elles habitent ensemble, puisque l'âge 1, donc l'enfance s'ouvre quand la mère achète l'appartement. Et on voit que c'est un peu compliqué de s'y installer. Et l'âge 2 s'ouvre au moment où elle a fini de rembourser le prêt, où elle décide de vendre l'appartement. Voilà. Est-ce que vous pourriez chacune nous parler de la jeunesse de ce projet, de comment il a germé dans votre esprit ? Oui, alors pour le livre du large et du long, ça s'est passé de manière assez particulière. J'ai commencé à l'écrire en 2017. À cette époque-là, j'écrivais un roman qui s'intitule La semaine perpétuelle. Donc j'avais un emploi du temps assez clair que je m'étais imposé à moi-même. Donc j'écrivais tous les matins et tous les matins je travaillais sur ce roman. Voilà, c'était mon travail quotidien. Mais le soir, souvent vers 18h, 17h, 18h, enfin ça dépend des saisons, 19h peut-être en été, j'avais comme un petit élan d'écriture, mais de petites choses, comme une petite poussée, quoi. Et alors je prenais mon téléphone et dans le bloc-notes de mon téléphone, je notais des phrases. Parfois c'était juste un mot, parfois c'était des phrases, et parfois c'était beaucoup plus long. Et comme c'était très très libre et que je me posais pas de questions, ça s'est fait très en dehors de moi, si je puis dire, comme quand on fait quelque chose quasi machinalement, sans trop s'en rendre compte. Donc tous les soirs, je faisais ça très rapidement. Ça me prenait soit 1 minute, soit 20 minutes. Et puis un jour, j'ai fini le roman, quelques années plus tard. Et donc je me suis dit, bon, c'est le moment d'écrire un nouveau livre. Je vais voir ce que j'ai dans mes notes, parce que j'ai quand même noté des petits trucs ces dernières années. Et donc, j'ai pris toutes ces notes et je les ai reportées sur un document Word. Et là, j'ai vu que c'était très, très long. Ça faisait 400 pages, enfin un peu plus de 400 pages.
Et j'ai compris que ça allait être mon travail pour les années à venir. Donc je me suis mise à travailler cette grande matière inconnue et je me suis rendu compte que c'était la même voix, donc une même narratrice qui prenait des chemins différents. Et je me suis rendu compte aussi que ce texte était porté par un mouvement qui est celui de l'avancée, de l'exploration, la volonté d'aller voir. Et aller, je vais, c'est le mouvement de l'épopée. Donc j'ai vu que c'était une épopée, j'ai vu qu'il y avait une narratrice et à partir de là, j'ai travaillé beaucoup et retravaillé et réécrit et détruit et refait l'ensemble. Voilà pour l'histoire de ce livre. Ouais, le mien prend racine il y a pas mal d'années aussi, avec un début un petit peu moins fluide de ce que tu racontes. Moi j'écris toujours pour le théâtre d'ailleurs. Et j'ai commencé à écrire pour le théâtre sans vraiment bien savoir pourquoi. Mais bon, puisque c'était plutôt l'écriture ou le roman à quoi j'aspirais. Et donc ça devait être, je crois, en 2015, quelque chose comme ça. Je me suis vraiment dit, bon là, il faut y aller, quoi. Faut tenter le roman, quitte à ne pas y arriver. Mais je me suis un peu jetée sans trop savoir où j'allais dans la prose, sans du tout savoir comment faire. Et puis assez encombré aussi de beaucoup de lectures, d'écrivains que j'admirais, tout ça. Donc ça a commencé assez douloureusement. Et pendant 4 ans, assez vite, il y a eu cette mère et cette fille, et ce duo en tout cas, assez rapidement. Et puis j'ai travaillé pendant 4 ans à essayer de comprendre leur histoire ou comprendre pourquoi, ce qui se passait entre elles. Et j'ai failli laisser tomber, à vrai dire, parce que je me suis dit, je n'y arrive pas. Ça stagne, ça ne prend pas, ça fabrique, j'y arrive pas. Et je l'ai mis de côté, j'ai commencé à écrire une pièce. Et puis quelques mois plus tard, vraiment, la sensation des personnages qui reviennent toquer à la porte en me disant, on est toujours là, t'as pas fini, recommence, reviens. Et du coup, j'y suis retournée en me laissant pour le coup beaucoup plus libre de me dire, bah voilà, ça sera peut-être une pièce, ça sera peut-être autre chose, je sais pas quelle forme ça prendra, mais il faut que j'aille au bout de cette histoire. Et a surgi comme ça de l'écriture de manière totalement imprévue, l'appartement dans lequel elles vivent. Et c'est vraiment à partir du moment où l'appartement a surgi dans l'écriture que ça l'a cadré, c'est que ça m'a guidée, et donc après voilà, il y a eu 2 ans de travail, mais que ça a été beaucoup plus j'étais beaucoup plus guidée après par elle. Ouais. Oui, dans ce que vous dites, et c'est drôle parce que c'est ce que ma collègue disait tout à l'heure, ce qui rapproche vos 2 livres aussi, c'est qu'on sent qu'ils sont vraiment habités par des personnages, par des émotions, etc. Ce que vous racontez de votre cheminement d'écriture, je trouve, traduit aussi beaucoup le travail d'écriture, de langue de chacun des ouvrages, qui est très différent. Dans le vôtre, Laura, il me semble qu'on a l'impression que vous avez été totalement emportée par la quête de la narratrice, en fait, comme si c'était presque une espèce de transe, en fait, dans laquelle vous-même vous étiez sentie dépassée. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu à l'écriture ou... J'ai eu par moments le sentiment d'être dépassée, au début en tout cas de manière très intense, et puis parfois aussi au moment du retravail. Au tout début, je comprenais pas très bien ce que ce livre faisait. Je comprenais pas très bien la voix de la narratrice. Je comprenais pas très bien ce qu'elle cherchait. Et je me suis rendue très attentive, complètement attentive et d'une certaine manière complètement attentionnée envers les phrases, envers le rythme, envers les espaces aussi, parce que dans ce livre, parfois, il y a juste une phrase par page, parfois plutôt des blocs. Et donc, j'étais très attentive à la voix et à ce qu'elle cherchait. Et j'essayais de me placer de la manière la plus juste qui soit, c'est-à-dire plutôt en retrait et dans une position d'écoute et d'attention. Et donc, bien sûr que, puisque j'étais dans cette position, bien sûr que ça me dépasse. Mais je ne parlerai pas de transe.
Quand même. Non, c'est le sentiment qu'on peut avoir parfois à la lecture du livre. J'ai pas dit que c'était le sentiment dans lequel vous étiez quand vous l'écriviez, je me permettrai pas, mais... Et pour vous, Pauline, je trouve qu'à l'inverse, on a le sentiment d'une certaine distance d'une écriture extrêmement méticuleuse, très détaillée, où tout a été passé au peigne fin. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez voulu justement retraduire dans votre écriture ? C'est des allers-retours, mais ça me parle beaucoup, la façon dont on parle, Laura, d'être très attentive, attentionnée aussi au rythme, aux phrases, aux mots qui surgissent, et pourquoi celui-ci et pas un autre, et comment la narratrice respire aussi. Et là, en l'occurrence, dans le roman, comment elle regarde, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de descriptions. Là, elle est, en fait, c'est un roman qui est une sorte d'étude de la violence dans son existence quotidienne, donc dans sa part très invisible aussi, dans sa présence constante, mais même quand elle ne se manifeste pas. Et du coup, la narration enquête sur tous les signes de sa présence, et donc c'est vraiment un regard d'hypervigilance, qui scrute les êtres, qui scrute les lieux, qui scrute les objets. Mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment de travailler, oui, à l'endroit, c'est un peu technique en fait, mais à l'endroit un peu du juste curseur, avec la sensation que on est encore une fois dans les choses très quotidiennes, mais qui cachent beaucoup et qui portent beaucoup de violence, et avec la sensation que dès que l'écriture était un tout petit peu trop affectée, ça pesait 8 tonnes, mais avec un rien, ça se mettait à peser très très lourd. Et au contraire, quand elle était un tout petit peu trop légère, ça s'évaporait complètement. Donc c'était vraiment un fil à tenir comme ça de tension en fait, mais avec comme un territoire d'écriture très très étroit. Oui, mais ça se ressent. On est comme un funambule quand on lit votre livre, et je trouve que ce qui est réussi effectivement, c'est que dans un sujet pareil, c'est extrêmement difficile de pas tomber dans le pathos en tout cas. Et là, vous le réussissez, avec brio. Je me demandais justement comment vous étiez arrivé à trouver le ton de ce personnage de l'enfant que je trouve très juste, mais sans savoir pourquoi en fait. C'est... Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas du tout une langue qui cherche à reproduire le phrasé de l'enfant, pas du tout. D'ailleurs, le ton ne change pas trop, il me semble, dans les deux parties. Oui, d'ailleurs, quand elle devient adulte, il me semble qu'il n'y a pas de vraie transition. Ouais, ce qui peut me raconter aussi quelque chose d'elle, que le temps ne passe pas vraiment, qu'il y a quelque chose d'un peu figé aussi de par cette emprise. Voilà, s'il faut mettre des gros mots qu'elle subit. J'ai oublié la question du coup. Pardon. Non, mais c'était plus un commentaire, donc il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Mais j'ai une question justement parce que donc vous l'avez dit, vous l'avez précisé, vous êtes également autrice de théâtre, et j'ai eu le sentiment que ce qui reliait quand même un peu votre œuvre, c'était justement la relation de domination. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce fil rouge ? En tout cas, j'y reviens tout le temps. Donc, c'est plus un constat qui se fait d'un texte à l'autre. Que je pars jamais avec un projet moi, de livre ou de texte ou d'histoire J'ai l'impression que le texte, que l'écriture s'arrête une fois que j'ai fait le tour, que je suis allée au bout de ce que je pouvais explorer. Et c'est souvent effectivement après, il y a plusieurs étapes, disons. Il y a un moment où ça devient aussi je suis souvent convoquée, disons, par des personnages de femmes en situation d'empêchement ou d'aliénation ou de violence ou d'oppression, tout ça. Et c'est comment elles vont en sortir, quoi. Et je lâche pas l'écriture tant qu'elles n'en sont pas sorties. Mais je cherche avec elles, je sais pas du tout. En fait, j'essaie de comprendre avec elles de quoi ce carcan est fait, et je cherche avec elles, du coup, ou je les regarde chercher plutôt, et ça m'apprend beaucoup. Je les regarde chercher leurs armes et leur souffle et c'est jamais des grandes libérations, parce que dans la vie il y en a pas, tout simplement. Donc ça va être des petits éclats, ça va être un déplacement, ça va être l'enclenchement de quelque chose. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment les infimes mouvements, mais qui en enclenchent de plus grands, qui peuvent présager de plus grands. Et
Et si vous me parliez de l'enfance, ça c'est revenu. Mais ça a été pour le coup, pour la suivre, elle, d'essayer de réhabiter dans l'écriture des sensations de l'enfance, en fait, parce qu'on est très proche de ces sensations et de cette vigilance de regard, plus que d'une langue enfantine, quoi. Et alors, Laura, pour rebondir sur c'est pas vraiment, on peut pas vraiment dire que la narratrice soit enfant, mais en tout cas, elle a une sorte de candeur et qui peut rappeler un personnage d'enfant. Qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé un personnage qui se pose toutes ces questions justement sur le monde de manière générale? Je sais pas. C'est parce que vous les posez aussi ou et qu'il serait peut-être absurde de pas se les poser ou? Je sais pas, peut-être qu'une partie de moi se pose certaines des questions qu'elle se pose, mais la plupart de ces questions, quand elles sont arrivées dans le texte, m'ont donné une sensation de surprise. Enfin, je savais pas qu'elle allait penser de cette manière, et je l'ai pas prévu. Enfin, j'ai pas calculé. Oui, vous l'avez pas intellectualisé. Enfin, non, voilà, pas du tout. Voilà, non. C'est venu comme ça au fil de l'eau. Ouais. Et alors, Laura, vous êtes autrice de romans, mais aussi de poésie. Vous avez commencé, je crois, en tout cas dans ce qui est publié, par écrire de la poésie. Qu'est-ce qui vous a amené à la poésie? Je sais pas non plus. Vous ne facilitez pas la tâche, hein? Non, mais je vais dire des trucs quand même. Mais... Merci. Je comprends, hein, c'est jamais facile de devoir expliquer tout ce qu'il y a derrière. En gros, depuis que je suis très petite, j'ai comme une sensation, enfin un sentiment. J'ai eu un sentiment très tôt quand j'étais petite. Je sentais que j'allais faire quelque chose, mais quelque chose qui allait me dépasser. Et je savais pas trop quelle forme ça prendrait. Ça aurait pu prendre une forme mystique, par exemple, ou sportive, ou autre. Et puis, c'est devenu la littérature, enfin, c'est devenu l'écriture. Et j'ai commencé à écrire très tôt, enfin, quand on apprend à écrire, quoi. C'est là que j'ai commencé à écrire. Au départ, j'écrivais plutôt des prières. Et puis, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère, qui était donc une dame âgée. Et moi, j'étais petite, donc je me disais, logiquement, elle va mourir avant moi. Et cette idée me semblait inadmissible et insupportable. Donc je me disais que si j'arrivais à écrire des prières convaincantes, peut-être que j'allais pouvoir arranger un truc. Voilà. Donc ça, c'était les premiers textes, mais qui, je pense, étaient déjà de la poésie. Et puis par la suite, je sais pas, c'est plutôt un parcours classique, c'est-à-dire qu'ensuite j'ai écrit des poèmes très mauvais en copiant beaucoup des auteurs plutôt classiques, très lyriques, très chargés avec beaucoup de pathos. Et puis par la suite, j'ai découvert des auteurs et des autrices plus contemporains. Enfin, je pense à des auteurs comme Beckett, par exemple, des lectures qui m'ont beaucoup marquée. Et là, j'ai vu qu'il y avait une grande souplesse aussi, une grande liberté. D'une certaine manière. Et voilà, mon écriture s'est modifiée au fil de mes lectures. Et ensuite, un jour, quand j'étais assez jeune, j'avais 20 ans à peu près, j'ai tapé poésie contemporaine sur Google pour voir si ça existait. Et j'ai vu que ça existait, j'ai vu qu'il y avait des poètes vivants et vivantes, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui se passaient. Je me suis dit, alors je vais faire ça. C'est sûr, je vais faire ça. Et puis, j'ai commencé à publier des textes en revue. Et ensuite, des livres, voilà, pour l'arrivée jusqu'à la poésie. Mais je pense que ça vient d'un sentiment quasi embryonnaire, quoi, enfin, qui remonte à très, très loin. Est-ce que vous sentez encore porté par une certaine dimension, alors pas religieuse, mais mystique ? Pour écrire un livre, déjà, que ce soit de la poésie, du roman, du théâtre, quoi que ce soit, il faut avoir au départ une forme de foi, parce qu'on croit en quelque chose qui n'existe pas. Et si nous, on n'y croit pas, ça n'existera jamais. On est la première personne à y croire.
Donc ça, déjà, on peut dire que c'est proche d'une forme de mysticisme concret, pratique, mais quand même. Non, mais c'est une très belle manière de voir les choses, effectivement. Pauline, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. Pauline, vous avez commencé par écrire du théâtre. Comment est-ce que vous êtes venue à ça? Ouais, c'est ce que je me pose encore la question. non, mais j'ai des éléments de réponse. Mais c'est un peu comme Laura. C'est l'écriture, le désir d'écriture et même les premiers écrits remontent vraiment à la petite enfance avec des petits récits. Donc, c'est drôle d'ailleurs qui décrit des descriptions du quotidien, quoi. Donc comme quoi tout est là dès le départ, quoi. Je sais pas. Mais non, ce qui a vraiment orienté vers le théâtre, c'est là, en prépa, j'ai découvert 2 pièces de Jean Genet, qu'on avait au programme. Donc c'est Les Bonnes et Le Balcon, et qui ont été un choc énorme, comme peuvent l'être des lectures à cet âge, en plus qu'on étudie, quoi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture du théâtre, ce qui m'avait jamais effleuré avant. Et puis j'avais oui, voilà, ce désir très tyrannique aussi d'écriture et sans trop savoir. Je me rendais bien compte que ça allait pas à ce que je faisais. Mais pour des raisons voilà que Laura a très bien nommées, parce que on imite, parce qu'on sait pas, parce qu'aussi le roman, et ça je l'ai compris en le traversant, c'est aussi un territoire d'écriture qui est très ouvert, très libre et qui demande du coup une grande confiance en soi et une grande affirmation en fait, en tout cas une confiance dans le travail que j'avais pas du tout, à 20 ans, pas du tout. Et Genet a ouvert cette porte vers les écritures pour le théâtre et en fait, le théâtre a ça d'assez génial, que ce sont des écritures qui sont extrêmement contraintes, parce que faut écrire pour des actrices et des acteurs, que il va y avoir la réalité du plateau après, que c'est un texte qui va être reçu en passant uniquement à l'oreille et dans un temps donné. Et en fait, toutes ces contraintes ont été des appuis pour moi. Où d'un seul coup, ça m'a débarrassée de l'idée de l'écriture que je me faisais, je crois, pour vraiment me mettre au travail, parce que ça m'opposait une résistance forte. Et en fait, ça m'a beaucoup amusée. Et j'ai commencé à m'amuser, en fait, en écrivant pour le théâtre. Et du coup, j'ai continué. Et ce sont les contraintes de l'écriture théâtrale qui ensuite vous ont guidé vers la liberté du roman? C'est 2 terrains distincts, quand même. Oui, après... je crois que en revanche, j'ai retrouvé des choses qui étaient déjà dans le théâtre et peut-être au tout début, l'idée un peu de l'enquête aussi, puisque au théâtre, on a accès à ce qui se passe uniquement à travers ce que les personnages disent ou ne disent pas. Donc, faut lire au-delà ou écouter au-delà de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. En l'occurrence, surtout de ce qu'ils disent. Et j'ai l'impression qu'on retrouve ça dans le roman à travers les espaces, et la dimension d'enquête aussi je pense que ça doit sans doute venir de goût de lectrice aussi. Moi, j'aime être très mobilisée dans les lectures et j'aime les choses très denses aussi. Mais c'est très difficile de savoir. Puis déjà, c'est pas du tout le même travail. Je vois bien les liens et en même temps, j'ai l'impression que c'est deux bulles différentes, quoi. Oui, je comprends. Et c'est vrai que c'est ce qui est étonnant dans votre roman, c'est qu'à la fois c'est très dense, c'est extrêmement précis et détaillé, et on a l'impression de connaître absolument tous les faits, gestes et mouvements des personnages dès qu'ils bougent le petit doigt. Et en même temps, on sait que le pire de ce qui se passe effectivement aussi en dehors du roman. Et voilà, donc c'est très réussi en ça. Parce que ça donne 2 sensations totalement différentes, l'impression qu'on nous dit tout et qu'en fait on ne nous dit quasiment rien, quoi. Et alors, je me posais la question aussi pour vous, Laura, puisque vous êtes autrice de poésie et de roman. Est-ce que vous adoptez la même démarche pour écrire de la poésie et du roman? Non, c'est assez différent. Je rejoins beaucoup Pauline quand elle parle de liberté dans le roman. C'est vrai que c'est une forme qui laisse toute la liberté. Et ce qui est pas mal aussi, parce que dans un roman, on peut tout mettre. Donc on peut mettre de la poésie.
Et on peut mettre de la narration, on peut mettre des descriptions. En fait, tout peut rentrer dans un roman, des dialogues. C'est une forme très ouverte, très libre, très malléable quelque part, qui peut être très labyrinthique. Cela dit, je pense que ce soit le théâtre, le roman ou d'autres formes littéraires, quand le livre, quand il se passe quelque chose dans ce livre, c'est de la poésie. C'est toujours de la poésie. Mais c'est de la poésie qui prend la forme d'un roman, Oui. la poésie qui prend la forme d'une œuvre de théâtre. Oui, je suis assez d'accord. Ce sont des éléments de langage. Et puis, alors, pour moi qui suis libraire, évidemment, c'est aussi des rayons différents. une information très pragmatique, mais je suis assez d'accord avec vous que finalement, voilà, tout se confond un peu. Il y a un travail très intéressant sur la langue dans votre livre, Laura, et je me demandais quel rapport vous entreteniez avec la musique, puisque voilà, il s'agit quasiment, parfois, en tout cas on a l'impression d'un chant, vous travaillez beaucoup sur les sonorités, sur certaines répétitions par exemple. Donc je ne sais pas si quelque chose pour vous de forcément musical quand vous écrivez, et si vous écoutez beaucoup de musique, si ça a une influence sur votre œuvre. Alors, bon, je trouve que la littérature est beaucoup, largement moins puissante que la musique. Et la littérature, c'est autre chose, en fait. C'est tout à fait différent. Déjà, c'est plus intérieur. Ça peut se faire tout seul. Ça se lit seul. Et donc je perçois pas mes phrases comme de la musique, ni mon écriture comme de la musique. Cela dit, indéniablement, quand on écrit un texte littéraire, il y a un rythme, il y a certains effets sonores qu'on peut repérer a posteriori. Et peut-être que dans la poésie, en tout cas dans la mienne, dans la voix de cette narratrice, c'est assez présent, c'est plutôt même très présent. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à une certaine époque de ma vie à ce qu'on appelle la poésie sonore, la poésie performance, la poésie action, tous ces mouvements de la poésie contemporaine qui sont très marqués par l'oralité, et beaucoup de poètes publie des livres accompagnés de formats audio. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup depuis les années 50. Et je me suis beaucoup intéressée à cette histoire-là. Donc j'imagine que d'une certaine manière, ça m'a marquée. Et à la fois, il y a des auteurs qui sont pas vraiment poètes et pas... Enfin, si, qui sont quand même poètes, mais qui se revendiquent pas de l'oralité, et qui donnent peu de lecture et qui pourtant ont un rythme très très fort dans leurs textes. Je pense par exemple à Thomas Bernhard. Voilà. Alors il se trouve que là, on peut dire que dans ce livre-là, le rythme est assez resserré pour qu'il soit évident. Mais peut-être que dans d'autres livres que je vais écrire, le rythme sera beaucoup plus distendu et ce sera peut-être plus fin et moins directement perceptible. Et sinon, bah ouais, j'adore la musique. Hein, j'écoute, j'écoute énormément de musique. Bah oui, j'aime énormément. C'est l'art qui me touche le plus directement. Vous n'avez jamais songé à faire de la musique plutôt que de la littérature ? Ah bah si, si. Ah oui, j'aurais beaucoup aimé. Mais non, je fais de la littérature. Mais... Bah nous, en tout cas, je pense que à tout le monde dans cette salle, ça convient très bien. Mais et vous lisez vos textes quand vous écrivez au fur et à mesure. Est-ce que vous le relisez en lisant à voix haute ? Non, pas du tout, parce que je les entends parfaitement sans les lire. D'accord. J'ai pas besoin. C'est pas du tout nécessaire. Je fais jamais de relecture, que ce soit pour ce livre-là ou pour les précédents, à voix haute. Il y a une phrase de votre narratrice que j'ai relevée, que j'ai beaucoup aimée, qui dit « Interdit à ta bouche de n'être qu'un conduit ». Je ne sais pas si vous pourriez éventuellement la commenter. Voilà, moi j'ai
Je me suis demandé si c'était une manière pour vous de dire que de tordre la langue, c'était aussi une manière de la rendre vivante. Je dis tordre la langue parce que voilà, il y a des registres de langage très différents, parfois des mots inventés, il me semble. Voilà, donc. Oui, alors la phrase que vous venez de citer est extraite d'un passage dans lequel la narratrice dit en gros qu'elle a exploré la vie, exploré le monde et qu'elle en a tiré quelques règles qu'elle se fixe à elle-même. Et donc on voit apparaître une série de dictons et de petites pensées très, très brèves comme ça, qui sont des sortes de règles de vie pour elle-même et pour les autres, parce que tout du long, elle s'adresse aux autres, elle s'adresse à un groupe de personnes, comme on le faisait initialement avec l'épopée, on s'adressait à un groupe de personnes, et elle les appelle mes gros, mes grosses. Donc elle leur dit mes gros, mes grosses, j'ai à force de parcourir le monde, je sais plus comment elle dit ça, si bien que j'inventais mes propres règles, et les voici. Et donc, à un moment donné, elle dit « Interdit à ta bouche de n'être qu'un conduit ». Bah, c'est ce qu'elle a remarqué. Elle a remarqué que la bouche pouvait n'être qu'un conduit et elle se l'interdit. J'aurais du mal à donner une seule interprétation, enfin une interprétation figée de sa parole et de ses paroles. Mais par rapport à ce passage, elle utilise beaucoup de dictons qui sont quand même des formes très très figées de la langue, des formes complètement sclérosées, quasi mortes, et elle prend ces formes-là qui démarrent. Un dicton, ça démarre, et puis il y a une sorte de chute. Enfin, souvent, il y a 2 étapes dans un dicton, ou peut-être 3, mais en général 2. Et donc, elle prend comme le début, et elle va ailleurs. Vous parliez de tordre. Peut-être qu'elle les tord ou peut-être qu'elle leur obéit, mais d'une manière qu'on n'avait pas entendue jusqu'ici. Merci. Pauline, j'aimerais juste revenir un petit peu sur vos personnages. Dans ce roman, les hommes sont totalement absents. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des personnages exclusivement féminins ? Je pense que ma réponse va être très, très décevante. Non, vous inquiétez pas de... C'était pas du tout un choix de départ. En fait, d'accord. C'est les premiers lecteurs, lectrices qui m'ont fait remarquer que c'est les femmes qui m'intéressent en fait. Okay. Donc c'était totalement inconscient en fait. Oui, il me manquait tellement pas que j'ai pas remarqué qu'ils étaient pas là. Voilà, en fait. c'est une réponse intéressante aussi. C'était pas du tout un choix de départ. D'accord. Non, ça se passe entre elles, voilà, ça se passe entre elles. Donc. Pour terminer, j'aurais bien aimé parler de des auteurs qui peuvent vous influencer, et je me demandais si vous pouviez nous expliquer le titre L'âge de détruire, parce que je crois qu'il vient d'une citation de Virginia Woolf. Oui, il vient d'une citation, enfin c'est tiré de son journal et plus particulièrement des extraits qui ont été rassemblés sous le titre Journal d'un écrivain. C'est Leonard Woolf, son mari, qui les a rassemblés après sa disparition. Et c'est plus qu'une citation, c'est une note en fait. C'est un passage en plus, mais que je relis régulièrement pour essayer de comprendre ce qu'elle veut dire, et je comprends toujours pas. Mais, ce qu'elle parle, elle parle de Shakespeare. Enfin, je pense qu'elle pense un peu à voix haute entre guillemets avec son journal, et du coup, ça reste très mystérieux. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'intime, enfin, ou de la vie personnelle, quoi. C'est vraiment une réflexion par rapport à l'esthétique ou au rapport à la tragédie. Enfin. Et puis surtout, vraiment, c'est très difficile de savoir ce qu'elle veut dire, quoi. C'est une note, littéralement. Et la note, la phrase complète, c'est l'âge de comprendre, l'âge de détruire, point de suspension, et ainsi de suite. Et c'est une phrase qui m'a totalement saisie, qui résume le livre, en fait, complètement. Cet effet miroir entre détruire et comprendre, et le ainsi de suite qui raconte bien qu'il faut sans cesse y revenir, et que c'est des cycles, que c'est des boucles. Et puis voilà, du coup, le titre vient de là. Mais Virginia Woolf, oui, moi, c'est une écrivaine très très importante pour moi, à la fois pour son journal, ses romans, ses essais aussi. Elle a beaucoup écrit sur d'autres écrivaines et écrivains qu'elle lisait. C'est vraiment une camarade d'écriture formidable. Et
pour tout un tas de raisons, enfin à la fois pour encore une fois pour ce qu'elle défend. Enfin, je pense que je parlais de l'appartement tout à l'heure, mais je pense que le livre médite aussi profondément sur l'idée du lieu à soi. Donc il est sous double tutelle woolfienne, je dirais, ce livre. Et puis moi, ce qui me passionne dans son travail de romancière, c'est le rapport à la subjectivité, à l'intériorité, comment un récit est totalement structuré par une subjectivité, et son travail aussi sur le temps, comment elle en fait vraiment une matière plastique à l'intérieur de ses livres. Elle le tord, elle le fait passer vite, elle l'allonge, et ça de manière éblouissante, quoi. Donc c'est... Et puis, elle est, voilà, la tenue journal où elle est au travail tout le temps, en fait. C'est une femme qui était au travail tout le temps, et dans la vie, elle travaillait encore. Et je sais pas, dès que je suis un peu perdue, je me tourne vers ses livres et ça m'aide. Et c'était un refuge. Oui. Et pour vous, Laura, au début de votre livre, on trouve 2 citations, une d'Homère et une de Monique Wittig. Et je trouve qu'elles incarnent parfaitement la dualité de l'ancien et du contemporain dans votre roman. Est-ce que ce sont 2 auteurs qui ont influencé cette œuvre pour vous ? Oui, peut-être chacune à leur manière, puisque j'ai pensé directement à ces 2 personnes-là, enfin ces 2 auteurs-là, quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une épopée. Mais je pense que l'œuvre qui a le plus influencé ce livre-là, c'est De Natura Rerum de Lucrèce. Parce que c'est un livre qui a l'ambition d'expliquer le monde entier, donc des choses les plus vastes jusqu'aux plus petites, donc les atomes. Et c'est l'ambition aussi de la narratrice dans le livre du large et du long, même si elle fait ça de manière complètement bâtarde et complètement à côté des choses, et à côté de la logique et à côté de la science, enfin, de manière assez éloignée. Mais quand même, la démarche est la même. Enfin, le désir de connaissance plutôt que de connaissance, le désir de toucher le monde est exactement le même. Donc c'est plutôt ça l'influence principale pour ce livre-là. Oui. Merci. Je vous propose d'arrêter là mes questions et de passer à une petite lecture, puisque vous m'avez donné votre accord tout à l'heure. Et après, voilà, s'il y a des questions dans la salle, on écoutera ça après. Je ne sais pas qui veut commencer à lire. C'est dans le livre 5, qui est le dernier livre du large et du long. Je voulais mesurer les distances, mes gros, mes grosses, mes sœurs et compagnie. J'ai posé mes doigts sur des objets ou sur ma propre tête. Ma tête était super pauvre. Je voulais mesurer l'esprit de la personne humaine. Mais je mesure seulement mon doigt, avec mon doigt, sa mère, c'est mort. Voilà le fond de ma pensée. Quelle est la taille de cette chose? Comment mesure la mesure? Telles sont les questions des fous et des folles, des enfants, des sorcières et des cerveaux très seuls. Quand on y réfléchit, car j'y réfléchissais, les centimètres ne sont pas prouvés. Par la science et même par le regard, les centimètres ne sont rien. La distance d'une chose à l'autre, de mon cœur à un cœur, d'une personne à l'autre, ou de n'importe quoi vis-à-vis de n'importe qui, et la totalité pire encore, car la totalité pire encore. Comment mesurer une tête? Comment savoir ce qu'est le doigt? Une graine dans le cerveau m'empêcherait de voir. Elle m'empêche de voir. Je procédais à une opération de la pensée. J'entourais les scènes d'un cadre. Si je voyais un arbre, je mettais le cadre sur les bords de son corps, un cadre autour de chaque atome, une petite opération. Bonjour, petite graine noire. Je marchais dans un couloir, sur une ligne, en silence. Merci.
Moi, je vais lire le début, du coup. Les mollets sculptés et les pieds douloureux dans ces escarpins à talons carrés. Debout, seule au milieu de la chambre, ma mère trace une petite croix dans l'angle supérieur gauche du plan de l'appartement. Au-dessus de la croix, elle note le mot « cloque ». Juste en dessous, elle précise « plafond ». Elle lève les yeux et fixe un moment la peinture boursouflée, les bulles maculées de taches vertes aux contours dilués au-dessus de sa tête. Les restes d'un dégât des eaux. Il y a peu de risque que cela s'aggrave. Elle se demande si une telle remise en état lui coûterait cher en travaux. Un soupir lui échappe, bref et nerveux. L'appartement fait 56 mètres carrés. Il occupe le quart du 3e étage d'un morceau de résidence construite dans les années 70. Un ensemble de tours jaunes claires de différentes formes géométriques, rassemblées autour d'une cour pavée de ciment vieux rose incrusté d'éclats de quartz et reliées entre elles par des parkings souterrains, des ascenseurs aux intérieurs couverts de moquettes marron et de miroirs, des cages d'escalier en béton et des passerelles de verre aériennes. Il compte 2 chambres, un salon, un balcon à l'embranchement du salon et de la 2e chambre qui surplombe la rue, une cuisine, une salle de bain et des toilettes. Du blanc et de la toile de jute fibreuse habillent les murs. Du carrelage blanc ou rosé protège les espaces exposés à l'eau et à la saleté. Une moquette à poils ras, couleur vermente, couvre les sols des couloirs, du salon et de la chambre qui donne sur le balcon. La 2e chambre, située à l'extrémité nord, du côté de la cour intérieure, se distingue par sa moquette mouchetée, bleu mer et blanc. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah oui, Virginia Woolf, quand il a classifié les genres littéraires, justement, il trouvait que, à l'époque, c'était il y a plus de 100 ans, il a dit ça, il disait que le roman, c'est féminin et la poésie, c'est masculin. Et il a donné une explication. Il disait qu'à l'époque, l'Angleterre des années 19e siècle, c'est pour faire le poème, il fallait, quand on commence le poème, on va jusqu'au bout. Tandis que dans le roman, on peut revenir et d'aller le revenir. Donc la femme, à l'époque, elle faisait ses devoirs familiales. Ça, c'est l'explication de Woolf. Maintenant, le problème, c'est qu'on passe d'un genre à l'autre. Moi, je suis un peu dans la critique arabe, et on est très très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la littérature arabe, elle était basée surtout sur la poésie. Le roman, ça remonte il y a peut-être 100 ans, pas plus. Et ça nous a mis mal à l'aise le fait justement de passer de la poésie classique, enfin nous avec le bleu, et on était influencé par les Français qui ont inventé le poème en prose. Et jusqu'à maintenant, on a comme je ne sais pas s'il y a un bagarre en permanence. On n'arrive pas à classifier ces poèmes. Au début, ils parlaient, enfin les écrivains, enfin les poètes particulièrement, et même sur le livre, ils marquaient au début, bon, c'était de la poésie, après c'était poème en prose, etc. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. On ignore complètement la poésie avec rythme, et on n'a plus pratiquement que la poésie. Alors, je sens que Laura, elle est en train de nous écrire le roman carrément par la poésie musicale que vous avez dit. Vous avez parlé de la poésie musicale qui était dans les années 50. Est-ce que c'est un retour de la poésie, de l'après-poème en prose? Ce qui nous perturbe, nous, on ne sait pas classifier. Est-ce que maintenant, il faut dire juste une poésie ou est-ce qu'il faut dire poème en prose? Alors ça, je ne sais pas si c'est le problème des auteurs et autrices, mais c'est peut-être le nôtre de critique et libraire, mais je vous laisse répondre quand même à la question. C'est vrai que, comme tu le soulignes, moi je m'occupe très peu des classifications. Ça me préoccupe très très peu. Mais si on parle de musicalité et de poésie, il me semble que des auteurs comme Faulkner, par exemple, sont de grands poètes. Proust, indéniablement, on extrait une phrase de la recherche, pas toutes évidemment, mais la plupart, vraiment, c'est
c'est complètement vibrant, quoi. C'est une phrase complètement vivante. Et donc, ça correspond pas mal à la poésie. Et pour ce qui est de la poésie sonore, qui est née plutôt dans les années 50, c'est une sorte d'actualisation de choses qui existent depuis toujours, en fait, depuis que les humains ont commencé à dire des trucs. C'était de la poésie sonore dans l'Antiquité, au Moyen-Âge. La différence avec ces poètes sonores des années 50 jusqu'à aujourd'hui, c'est la possibilité de superposer les voix, de s'enregistrer, de spatialiser le son. Donc ça, c'est plutôt récent, donc ça donne une autre dimension à cette poésie-là. Mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Alors pour ce qui est de la problématique de la différence entre la poésie et le roman tel que vous la présentez, je n'ai pas du tout les connaissances pour répondre à ça, je ne saurais pas dire. Puis c'est toujours notre manie de vouloir mettre des noms sur tout. Alors, si plus personne n'a de questions, on va terminer là. Et si Laura et Pauline sont d'accord pour se livrer à une petite séance de dédicace, voilà, je vous invite à leur demander. Merci beaucoup. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival Le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023. Réalisation Radio avec Radio Plus et Radio Terre.